Bonsoir à tous. C'est seulement dans quelques jours que l'on connaîtra la réponse israélienne au plan de paix américain. Mais d'ores et déjà, un lieu a été proposé par Jérusalem pour la conférence de la paix, Washington. Et ce matin, James Baker était plutôt optimiste. Philippe Pister. Le Premier ministre israélien va répondre rapidement. Nous attendons avec grand espoir cette réponse. Une occasion historique se présente. James Baker, confiant à l'issue de ses entretiens avec les dirigeants israéliens ce matin. Visiblement, les choses ont bougé et c'est le changement de la position syrienne qui a tout déclenché. Un changement révolutionnaire, selon le secrétaire d'État américain. Le Syrien Hafez el-Assad serait désormais prêt à des discussions directes, sans préalable, avec Israël. Si les Syriens veulent réellement s'asseoir et parler, ils nous trouveront prêts. James Baker s'est employé à rassurer ses interlocuteurs. Non, les États-Unis ne passeront pas d'accord secret avec Damas. Oui, l'ONU n'aura qu'un statut d'observateur à la conférence de paix. Restent les désaccords concernant les territoires occupés notamment. Plusieurs pays arabes ont proposé de suspendre leur embargo économique contre Israël en échange de l'arrêt des implantations. Yitzhak Shamir est clair, c'est non. Quant à la composition de la délégation jordano-palestinienne à la conférence, la question n'est toujours pas réglée. James Baker a quitté Jérusalem ce matin en laissant des collaborateurs derrière lui pour trouver un compromis sur ces derniers points. Manière de presser les Israéliens. Les Américains souhaitent organiser la conférence de paix dès octobre prochain. Yitzhak Shamir aurait proposé qu'elle se tienne à Washington. Alors parmi les points de blocage, il y a, on vient de le voir, celui des territoires occupés. À plusieurs reprises, le Premier ministre israélien a répété à James Baker que la colonisation se poursuivrait. Le dossier et les explications avec Marie-Odile Pagnès. La colonisation ou la politique du fait accompli. Depuis la fin de la guerre du Golfe, l'installation d'Israéliens s'intensifie dans les territoires occupés, Gaza et la Cisjordanie, sur le plateau du Golan annexé et à Jérusalem-Est. Les colons seraient déjà plus de 200 000 selon une étude américaine, 13% de la population totale de ces régions. Et dans chaque implantation ou presque, des travaux d'agrandissement se poursuivent. L'arrivée massive des Juifs soviétiques et éthiopiens n'explique pas à elle seule cette politique de peuplement. Israël est au cœur des négociations pour un plan de paix au Proche-Orient et le gouvernement ultranationaliste d'Yitzhak Shamir, refusant d'avance tout retrait des territoires, tente de créer une situation irréversible. Pour Ariel Sharon, le ministre de l'Habitat et le chef de file de la tendance dure de la droite, la politique d'implantation se poursuivra pendant des centaines d'années. Et le ministère prévoit déjà la construction de 24 000 nouveaux logements pour 88 000 colons d'ici 3 ans. Une politique dénoncée tant à l'intérieur du pays par les partis de gauche qu'à l'extérieur. Les États-Unis, pourtant alliés traditionnels de l'État hébreu, multiplient les mises en garde et menacent de réduire l'aide économique. Le bras de fer est engagé. L'opposition irakienne a annoncé aujourd'hui qu'elle préparait un congrès national quelque part au Moyen-Orient. Une opposition qui a qualifié de stratagème l'amnistie générale annoncée hier par Saddam Hussein. Pas de réaction en revanche du côté kurde qui continue ses négociations malgré une situation confuse. Claire Sébastien. Sentinelle blindée aux portes de Souleymania. L'armée irakienne campe désormais sur les hauteurs de la ville mais se tient à distance. Dans les rues de cette cité qui reste le symbole entre toutes de l'insurrection kurde, les seuls hommes en armes qui patrouillent sont des peshmerga. Ce sont aussi les combattants kurdes qui gardent le bureau du gouverneur de la province, Nagi Shambadi. Non, mais il y a 3 mois, cet ancien général en retraite explique que les violents affrontements qui auraient fait plus de 200 morts la semaine dernière sont le fait d'éléments infiltrés d'Iran et habillés en peshmerga. Mais si cette version des événements est démentie par les habitants, elle est en revanche appuyée par le leader kurde Barzani. En jeu, les négociations en cours avec le pouvoir de Bagdad. Même si les Kurdes refusent d'endosser la responsabilité des affrontements, la reprise en main de Souleymania est une démonstration de force habile. Saddam Hussein a-t-il bien reçu le message? Dans son palais de Bagdad, il a en tout cas profité de ce dimanche de l'Achoura, jour férié dans le calendrier chiite, pour annoncer une amnistie générale en faveur des opposants politiques en fuite et des déserteurs. Stratagème pour les uns, volonté d'apaisement pour les autres. Nouvelle violence en Yougoslavie, dans la République de Croatie. Selon l'agence Tanjug, 12 personnes sont mortes aujourd'hui, victimes des affrontements entre Croates et Serbes. Cela s'est passé en Slavonie, à l'est de la Croatie, une région où vit une forte minorité serbe. Selon l'agence, plusieurs villages serbes auraient été attaqués au mortier par des Croates pour des raisons encore inconnues.
Les suites des déclarations d'Hassan II à propos d'Abraham Serfati, l'un des plus vieux prisonniers politiques du monde. Son épouse dément aujourd'hui toutes les accusations portées hier contre son mari et elle réagit à l'interdiction qui lui est faite maintenant de se rendre au Maroc. Béatrice Nivois. C'est les notes de votre mari, qu'est-ce qu'il vous écrit? Il me dit, on aura beaucoup de choses à se dire quand nous nous verrons et que c'est bien que je vienne fin août, début septembre. Depuis 5 ans, Christine Serfati avait le droit de rendre visite à son mari à la prison centrale de Kenitra, au Maroc. C'est en prison qu'elle s'est mariée en décembre 86 avec Abraham Serfati, grâce à l'aide discrète de Daniel Mitterrand. Avec 7 de ses compagnons, Abraham Serfati est emprisonné depuis 1974. Il est considéré par Amnesty International comme l'un des plus anciens prisonniers d'opinion au monde. Cette interdiction de ne plus rendre visite à son mari tombe comme un coup près, d'autant qu'en juin, lors de son dernier voyage à Kenitra, son droit de visite ne semblait pas menacé. Rapidement, ou bien il s'agit d'atteindre d'une certaine manière Madame Mitterrand, ou bien c'est parce que je continue à parler de Tazmamart, mais ça, je ne peux pas m'arrêter. Je veux dire, je continuerai toujours. Son combat pour les droits de l'homme au Maroc, Christine Serfati le mène sur tous les fronts des antichambres politiques françaises au siège de l'ONU. Un combat qui aurait pu irriter le souverain marocain. Quant à une éventuelle grâce royale pour M. Serfati, le roi Hassan II annonçait hier qu'il n'en saurait rien tant qu'Abraham Serfati ne reconnaîtrait pas que le Sahara est marocain. Il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas ses prisonniers politiques, sauf le Maroc. Ce sont des droits communs. Eh bien, si c'est des droits communs, tant mieux. Des gens comme Abraham Serfati mériteraient d'être à la tête de l'État. Ce soir, plusieurs collectifs de défense des droits de l'homme au Maroc et dans le monde se sont élevés contre cette mesure d'interdiction à l'encontre de Christine Serfati. Les suites de l'affaire BCCI, cette banque internationale accusée de fraude et surtout soupçonnée d'accueillir des capitaux liés au terrorisme. Cette affaire soulève des polémiques en Grande-Bretagne, à tel point que le Premier ministre lui-même, M. John Major, a été sommé de s'expliquer au Parlement. Jean-Marc Pitt. Le scandale financier de la BCCI est en train de prendre un tour surprenant en Grande-Bretagne. Le Parti travailliste semble y avoir trouvé un cheval de bataille pour se lancer à l'attaque du Premier ministre conservateur John Major. Il y a un an, il dirigeait le Trésor lorsqu'un document confidentiel sur les malversations de l'organisme bancaire lui aurait été remis. À l'époque, ces révélations n'avaient déclenché l'ouverture d'aucune enquête. Ce n'est que 12 mois plus tard qu'une société d'audit découvre que des pertes gigantesques ont été camouflées par l'attribution de prêts fictifs. Gordon Brown, chargé de l'industrie au Parti travailliste, a dénoncé la lenteur à réagir de l'actuel gouvernement. Le dossier devient d'autant plus explosif que la presse britannique ne cesse de faire de nouvelles révélations. Ainsi, le Sunday Times affirme que le terroriste palestinien Abu Nidal, par l'intermédiaire de nombreux prête-noms, avait ouvert des comptes à la BCCI. Même chose pour le djihad islamique, ainsi que pour des trafiquants d'armes indiens et irakiens impliqués dans des ventes à l'Iran, à l'Irak et à l'Argentine durant la guerre des Malouines. Apostrophé cet après-midi devant la Chambre des communes par le leader de l'opposition Neil Kinnock, le Premier ministre a affirmé qu'il ignorait tout des fraudes de la BCCI avant le 28 juin dernier. L'enquête indépendante qu'il vient d'ordonner devrait selon lui faire toute la lumière sur cette affaire. Quant à la Haute Cour de Londres, elle devait statuer aujourd'hui sur la mise en liquidation de la BCCI, réclamée par la Banque centrale britannique et refusée par l'émir d'Abu Dhabi, le principal actionnaire du groupe bancaire incriminé. Elle a finalement décidé d'ajourner de 8 jours cette décision. La fin de la grève des transitaires espagnols au poste douanier d'Irún entre la France et l'Espagne. Une grève qui avait entraîné de très gros embouteillages, en particulier pour tous les vacanciers qui voulaient passer la frontière. En début d'après-midi, il y avait encore 3 km de bouchons de camions dans le sens France-Espagne et les automobilistes devaient emprunter un itinéraire de dégagement. Cette colère des transitaires a pour origine l'horizon 93 avec la fin des frontières en Europe. Explications et reportages côté français de Dominique Langard et de Philippe Rive. Ti est l'un des 30 transitaires de Hendaye. Ils sont 110 de l'autre côté de la frontière, à Irún. Comme agent en douane, il sert d'intermédiaire entre importateurs, exportateurs et l'administration des douanes, pour lesquels il perçoit aussi les taxes. Sa rémunération, des honoraires fixés au pourcentage de la marchandise importée. En 1990, 190 000 camions ont été dédouanés à l'autoport de Hendaye, ce qui a rapporté à l'État la somme impressionnante de 2 260 millions de francs, 226 milliards de centimes. 1er janvier 1993, suppression officielle des frontières intracommunautaires et donc menace sur l'existence même des transitaires. C'est la perte totale à 100% de notre activité.
Nous faisons cela pour établir des documents douaniers, la douane disparaissant ainsi que les frontières. Nous perdons totalement 100% de notre activité, ce qui laisse supposer des licenciements, perte de richesse pour la ville d'Hendaye. C'est dire si à Hendaye, les problèmes posés ce week-end par leurs homologues espagnols sont particulièrement bien compris des transitaires. Cette inquiétude sur l'avenir est d'ailleurs telle que pour faire évoluer ce dossier, les associations patronales et d'employés des transitaires marchent ensemble. Des transitaires qui n'excluent pas pour bientôt un mouvement similaire à celui qui a bloqué l'autoroute ce week-end. L'affaire du double meurtre d'Uzerche en Corrèze. L'enquête s'est maintenant résolument orientée vers les États-Unis, où l'une des victimes, Leslie Charlton, aurait commis des escroqueries. Dernier élément en date, en un an, une banque du Lot avait reçu sur son compte 6 millions de francs provenant d'épargnants américains. Clément Védrénal. Qui a tué Leslie Charlton et son épouse? 10 jours après la découverte du double crime, les enquêteurs fouillent dans le passé du couple pour tenter d'apporter une réponse à cette question. Une certitude, Charlton avait beaucoup d'ennemis et beaucoup de raisons de se cacher. Le businessman, gentleman farmer de Cressensac, avait un passé tumultueux. Après la piste du casse du siècle évoquée la semaine dernière par la presse anglaise, on a appris que Charlton faisait également l'objet d'une enquête financière de la PJ de Toulouse à la suite d'une plainte déposée par des épargnants américains. Leslie Charlton était-il gangster, escroc ou les deux à la fois? Une chose est sûre, l'homme avait laissé derrière lui quelques ardoises impayées outre-Manche et outre-Atlantique. On parle d'escroquerie portant sur plusieurs millions de dollars. Reste à comprendre le mobile exact du double assassinat. Leslie Charlton et son épouse ont été étranglés à l'aide de cordelettes, une technique de tueur professionnel peu employée en Europe, rappellent les enquêteurs, mais fréquemment utilisée par le milieu asiatique. L'effondrement d'un immeuble en démolition dans un quartier nord de Marseille. Des témoins avaient vu des enfants jouer près du bâtiment lorsqu'il s'est effondré aux alentours de 17h30, 17h45. Mais en fin d'après-midi, les secouristes, qui étaient nombreux sur place, n'avaient signalé aucune victime. Les autres informations du jour sous forme de telex et avec les images de nos stations régionales sont commentées par Didier Auriac. C'est toujours l'inquiétude parmi les 1000 employés de Sud-Marine. Aujourd'hui, la décision du tribunal de commerce de Marseille a été mise en délibéré au 29 juillet. Contrairement à ce que suggéraient certaines rumeurs, personne ne s'est encore manifesté pour reprendre cette entreprise de réparation navale. Les représentants de l'intersyndicale CGT Saint-Gessé ont annoncé de nouvelles actions pour protester contre l'éventuelle fermeture de l'entreprise. Le tribunal de grande instance de Paris statuera demain sur le cas des sans-abri qui occupent actuellement un terrain appartenant à la ville dans le 13e arrondissement. La mairie de Paris a déjà réclamé l'expulsion de ces 200 personnes. Aujourd'hui, elle a demandé pour des raisons de sécurité l'arrêt provisoire des travaux sur le chantier occupé par les sans-abri. Malgré l'incendie dont il a été victime, le Clémenceau reste totalement opérationnel. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la préfecture maritime de Toulon. Selon les premiers éléments de l'enquête, un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre. Cet après-midi, le déblaiement des décombres se poursuivait. En dépit des dégâts, les autorités affirment que si nécessaire, le porte-avions peut appareiller dans les 3 jours. Les poissons morts continuent à affluer sur la Marne. 4 tonnes ont déjà été repêchées entre Lagny et Joinville. Pour l'instant, aucune trace de pollution a été relevée. Aucune preuve n'a pu être établie quant à la culpabilité des entreprises situées sur cette zone. Une seule chose est certaine, ces poissons sont morts asphyxiés. À l'ouest des côtes australiennes, les vents ont repoussé aujourd'hui la nappe de pétrole qui s'échappe du pétrolier grec Kirki depuis maintenant 48 heures. Les risques d'une très grosse marée noire se sont donc un peu dissipés. Dominique Dumas. À l'ouest de l'Australie, la pollution du pétrolier grec Kirki déclenche une polémique. Le capitaine Purkis, responsable des ports australiens, a reproché à l'équipage d'avoir abandonné trop tôt le navire avec les moteurs en marche. Résultat, les explosions et déjà 20 000 tonnes de fioul dans la mer, formant une nappe sur 25 km. Les 37 marins sont sains et saufs. Il reste maintenant à éviter un maximum de nuisances dans cette zone piscicole de langoustes qui rapporte chaque année aux Australiens des millions de dollars. Jusqu'à ce matin encore, on craignait pour les côtes un vent de 25 nœuds et une houle de 5 mètres aggraver la situation. Néanmoins, ce vent de sud-est tendrait plutôt maintenant à éloigner le navire des côtes au large de Cervantes et de Perth. Des barrages flottants doivent protéger les îles abritant des oiseaux et des otaries. Les autorités espèrent pouvoir récupérer les 60 000 tonnes de fioul toujours dans les cuves du Kirki.
Tour de France avec une étape d'attente avant les Alpes. Après des rumeurs d'abandon, Greg LeMond a finalement pris le départ et vous allez le voir, il est fort bien arrivé. Victoire de l'Italien Marco Lieti, pas de changement, classement général, Rémi Giudicelli. Tous les jours, une surprise sur ce Tour de France 91. 70 km de l'arrivée, un groupe de 8 coureurs emmenés par Laurent Fignon, Chiappucci et Bugno se détache progressivement du peloton pour compter jusqu'à 1 minute d'avance sur les Banesto et leur maillot jaune. Pour la première fois depuis 2 jours, Miguel Indurain montre quelques signes de nervosité. Il y a de quoi, devant Laurent Fignon joue le grand rapprochement Castorama-Gatorade et Gianni Bugno a l'air d'apprécier. 20 km de l'arrivée, sous l'impulsion des RMO qui veulent ramener Charlie Mottet, le peloton revient. Quelques kilomètres plus loin, Greg LeMond, bien discret jusque-là, en profite pour partir en contre avec Marco Lieti dans sa roue. Coup de bluff ou pas, cette fois l'échappée ira à son terme, histoire de voir une 4e victoire italienne consécutive dans ce Tour de France. Marco Lieti offre même un 3e succès en 3 jours à son équipe Ariostea. Pour LeMond, 27 petites secondes de grignoter sur Miguel Indurain. C'est toujours ça de prix pour l'Américain, qui n'a pourtant pas envie de jouer les héros. Jamais j'ai eu de fatigue comme ça dans le Tour de France. Après Valorant, j'ai allé dans mes réserves beaucoup trop loin et je peux dire s'il y avait une étape de montagne le lendemain ou même hier, je prends facilement 10-15 minutes. Ce soir, Indurain est bien sûr toujours en jaune et l'on voit mal qui peut réellement inquiéter l'Espagnol à la veille de la grande explication dans les Alpes. Et une série noire pour la corrida en France. En 24 heures, 2 toreros ont été victimes d'accidents très graves. Ces 2 accidents ont eu lieu dans les arènes de Lunel, près de Béziers, et dans celle de Mont-de-Marsan. Commentaire d'Alain Dorgance. La tauromachie est un art parfois décrié pour lequel ces 2 acteurs, l'homme et le taureau, rivalisent de courage, de témérité. Mais cette liturgie du sang côtoie parfois le miracle. Pour El Fondi, son combat face au taureau avait des relents de mort. El Fondi, catapulté par son adversaire, s'est réceptionné dans le berceau des cornes. Le torero madrilène sort indemne de ce choc, souffrant d'un hématome à la cuisse. El Fondi a vu le vent de la mort souffler sur son habit de lumière. Le même jour à Lunel, Denis Lauré, successeur de Christian Moncoquiol, son frère spirituel, immobilisé pour cause de blessure, a connu à son tour les affres de la cornada. Denis Lauré, trop confiant, devant un taureau peinant à se tenir debout, se fait surprendre. Les cornes du taureau dérivent sur les parures dorées du matador. Le Nîmois a subi une perforation du péritoine. Opéré à Montpellier, Denis Lauré retrouvera dans une semaine le chemin des arènes. Beaucoup moins violent, le surf, qui est un sport et un loisir qui prend de plus en plus d'importance en France, en particulier sur la côte basque, où il est né, en tout cas pour l'Europe. Importance à tel point qu'on peut maintenant mesurer ses retombées économiques. Enquête de Bertrand Edel et Robert Minangua. Du soleil, des filles et des vagues. Aujourd'hui sur la côte basque, les clichés vont bon train, la glisse se décline sur tous les tons et les devises tombent. Ici, en l'espace de 10 ans, le phénomène surf s'est imposé comme un véritable vecteur économique. Premier secteur bénéficiaire, bien sûr, le tourisme. À l'auberge de jeunesse d'Anglette, on fidélise la clientèle avec des stages de glisse. C'est fun, c'est tonique, bref, c'est surf. La glisse est un élément qui contribue à la fois à la notoriété et à l'image, je dirais, du Pays basque, parce qu'elle est née, et le surf est né sur la côte basque. Donc ça, c'est un élément, je dirais, de notoriété. Mais deuxièmement, c'est aussi, surtout derrière, des produits, des stages, donc des nuitées touristiques derrière. Et je crois qu'il faut assimiler et allier la glisse à un produit touristique. Surf Session, le seul magazine francophone sur le surf, est conçu à Biarritz. 40 000 exemplaires sont vendus tous les mois en Europe. Les recettes publicitaires, elles, proviennent essentiellement des fabricants de vêtements, car l'engouement pour la glisse touche aussi le marché de la confection, avec la mode du surfwear. Le groupe australien Quicksilver a choisi Saint-Jean-de-Luz pour implanter son unité de fabrication destinée au marché européen. 120 millions de chiffre d'affaires et 150 emplois créés en 5 ans. Le gouvernement français voulait qu'on s'installe vers Lyon, vers Lille. Nous, on ne voulait pas s'installer là-bas. Nous, ici, on a un cadre de vie qui est super. On a la mer, la montagne, donc c'était ici, ou nulle part ailleurs. Pourtant, les retombées financières de la glisse ne sont pas évidentes pour tout le monde. Joe Moraes fait figure de pionnier à Biarritz. Il a créé le premier surf shop de France. Hélas, pour lui, 20 ans trop tôt. Ce qu'il y a, c'est que le gâteau n'est pas si grand que ça.
Et ceux qui étaient déjà en place depuis longtemps, ils ont vite été débordés. On est confronté à un problème d'importation, notamment dans le bas de gamme avec les planches made in Taïwan. Et en plus en haut de gamme avec les planches qui viennent d'Hawaï ou d'Australie. Pour certains fabricants, le réveil est aujourd'hui douloureux. Ici, on commence à peine à réaliser que sur le plan économique, il faut aussi savoir prendre la bonne vague. La mort de Rélis, celui qui fut l'un des grands du music-hall marseillais d'avant-guerre, c'était un samedi dernier à l'âge de 86 ans. Rélis avait beaucoup joué avec Pagnol, il avait été entre autres le Hugolin de Manon Dessources. Sabine Grandjean. Les Parisiens à Marseille. Rélis, c'était toute la gouaille, la truculence et la sensibilité des comiques marseillais. Champion de pétanque et spécialiste de la bouillabaisse à 16 heures, son image de méridional à l'accent prononcé lui collait à la peau malgré lui. Il a tourné aux côtés de Rému et de Fernandel dans les grands classiques de Marcel Pagnol. C'était lui l'Hugolin de la première version de Manon Dessources. Mais avant de faire du cinéma, l'apprenti pâtissier de la Canebière avait été chanteur d'opérette dans des cabarets provençaux. Rélis, c'est surtout un homme de comédie, un homme de théâtre. Toute sa vie, il a parcouru la France en amenant des troupes, de comédiens, de tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me demande pourquoi je ne lui ai jamais demandé s'il ne préférait pas la scène à l'écran. Tout naturellement, Rélis a renoué avec la scène à la fin de sa vie. À 77 ans, il enregistrait son premier disque. Dans les poches, siffladèrent de Paname, et chanteurs refrains du midi. Rélis donc qui est mort à l'âge de 86 ans. Comment faire quand on aime le cinéma, que l'on veut faire partager ses goûts et que pour cause de vacances, les deux cinémas de sa ville sont fermés? Eh bien, un habitant de Chaumont-sur-Marne a réponse à la question. Il a tout simplement pris son projecteur sous le bras. Reportage de Jean-François Parmentier et de Philippe Laplace. Quand le Vox est sans voix, l'Éden en enfer, et le relax en relâche, l'ombre du passé ressurgit presque par magie. Avec un projecteur Super 16, une vieille sono et 2-3 films burlesques prêtés par une association des œuvres laïques, Dominique Poissonneau parcourt les quartiers de Chaumont comme un saltimbanque. Un retour aux sources, issu d'un coup de colère, 2 jours pour monter son projet et un peu d'imagination et beaucoup de générosité pour se passionner du 7e art. Je suis opérateur de cinéma, c'est ma passion et j'ai pensé que ville du festival de l'affiche, surtout ville du festival de l'affiche du cinéma cette année, on ne devait pas fermer. On pouvait garder une salle au moins qui permettait aux gens d'avoir un film par semaine. Dans la Lune, pour certains, parfois gêneur pour les autres, il est opérateur depuis 20 ans. En projetant ses classiques sur le béton des HLM, il veut recréer une ambiance de quartier dans ces cités sans âme. 24 images secondes pour donner aux enfants un peu de paradis en mettant son écran sur le mur de leur chambre. Je me dis que c'est vrai qu'à la télé, en attendant, tous les soirs on avait 100 personnes, donc il y a 100 personnes qui ont levé leurs fesses de leur fauteuil et puis qui sont descendues dans la rue voir un film. Chaque soir, ils viennent un peu plus nombreux, étonnés, amusés, les murs s'animent, la vie reprend, un côté nostalgique pour donner du rêve et réveiller cette ville privée de cinéma pendant 3 semaines. Avant de refermer ce journal, des images qui viennent tout juste de nous parvenir de Corse où un hélicoptère de la sécurité civile a heurté un piton rocheux dans la région de Sarola-Carcopino. Il y a 5 blessés, dont 2 graves. L'hélicoptère surveillait les opérations de secours conduites sur le périmètre d'un incendie lorsque l'accident est arrivé. Donc c'est en voulant se dégager apparemment de l'épaisse fumée que l'hélicoptère a heurté ce piton rocheux. Il me reste tout juste le temps de vous montrer les pronostics de M. Courtine pour le tiercé quarté quinté plus qui se courra demain à Saint-Cloud. N'oubliez surtout pas le 9, c'est son joker, c'est Roi de Saron. Fin de ce journal, dans quelques secondes, ne manquez pas non plus la météo de Florence Klein. Quant à moi, je vous retrouve à 22h15 pour Soir 3. Très bonne soirée sur la 3 bien sûr.